Oui, alors la conférence d'aujourd'hui, en fait, c'est un peu le compte-rendu d'une excursion faite avec la Société botanique de France. C'est assez ancien, parce que ça date de 11 ans, mais malgré le réchauffement climatique, les paysages n'ont pas beaucoup changé en 10 ans. Donc c'est toujours d'actualité finalement. Alors, on va... ça a été, donc, ça a eu lieu fin juin, et... que je trouve les boutons, voilà. Alors voilà où on était localisé. Alors, voilà, ça c'est le département du Doubs, la frontière entre le Doubs et le Jura elle est là, le Doubs est là, le Jura est là. Donc en fait, l'ensemble des excursions s'est tenu dans cette zone-là, pas en Suisse, la frontière avec la Suisse est là. Et on était logé à Foncine-le-Haut, qui se trouve au centre donc, de la zone d'excursion. Voilà. Un certain petit village, Foncine-le-Haut, et nous étions logés dans ce qu'on appelle un chalet, vous verrez que c'est un peu plus grand qu'un chalet, qui se trouve un peu en dehors du village. Voilà le chalet, comme on dit, dans lequel était logé donc, la Société botanique de France. Il y a beaucoup de participants, il y a une trentaine, si ce n'est pas plus de participants en général aux excursions, donc ça nécessite beaucoup de place. Alors, voilà l'ensemble des zones, avec un peu plus de détails. Je ne vais pas vous raconter tout de suite exactement ce qu'on va voir, mais le principe de la conférence, c'est qu'on va numéroter les différentes excursions qu'on a faites, 1, 2, 3, 4, on va les passer dans l'ordre, avec différentes localités qu'on verra un peu plus en détail quand on parlera donc de ces zones d'excursion. Foncine-le-Haut, c'est là. Donc. Alors, déjà très brièvement, on est en pays calcaire. Tout est calcaire. Le calcaire résulte au début de l'ère secondaire, il y avait une ère, la mer recouvrait l'emplacement actuel du Jura. Le Jura n'existait pas encore, même si la chaîne des Alpes a commencé à se lever à la fin de la deuxième moitié de l'ère primaire. L'ère secondaire, il n'y a encore rien. Et à partir de, disons, moins 200 millions d'années d'ici, d'aujourd'hui, il y a eu des dépôts calcaires importants dans le fond de cette mer pendant à peu près 55 millions d'années. Et ces dépôts calcaires sont extrêmement importants par rapport à ce qu'on voit d'habitude à cette époque-là. Et en fait, c'est parce qu'ils ont été notés dans le Jura, ces dépôts calcaires, que le nom de Jurassique a été donné à cette période géologique. Donc le nom Jurassique qui vient du Jura, parce que c'est là que ces dépôts calcaires sont assez exceptionnels. Bon voilà, donc on sera en milieu de calcaire, voilà. C'est ça pour dire ça. Alors d'abord, la première sortie, donc on va voir 3 localités, deux qui sont des belvédères. Là c'est le belvédère de la Châtelaine, c'est pas marqué, mais c'est un belvédère aussi. On peut passer de l'un à l'autre. Et c'est donc un peu au sud d'Herbois qui se trouve là. Et puis ensuite, on ira dans la forêt des Moidons, qui sont presque à la même altitude qu'ici. Et puis ensuite, on ira au mont Poupet. Alors c'est un mont, mais on est quand même qu'à 850 mètres. On ne dépassera pas jamais 1400, 1500 mètres dans nos excursions. C'est la basse montagne, si on peut dire, mais ce n'est pas moins intéressant pour autant. Alors là, on est sur le belvédère c'est pas le mont Poupet, c'est le premier belvédère, c'est le belvédère du fer à cheval. Et ça, c'est la commune d'Arbois qu'on voit au fond. Là, il s'agit donc de l'œillet de Grenoble, Dianthus grasianopolitanus, et donc qui n'est pas rare du tout dans la région, hein, et il n'empêche qu'il est protégé quand même dans le Jura. Donc voilà, Phytoma spicata, caractérisé par ce grappe de fleurs en épi, toujours au niveau du belvédère. On a un hélianthème. Alors c'est Helianthemum obscurum. Alors en fait, il s'appelait avant, c'était une sous-espèce de Helianthemum numularium. Il y avait une sous-espèce obscurum qui, depuis le remaniement de la classification, est passée en une vraie espèce. Donc Helianthemum obscurum. Là, c'est un trèfle, vous l'avez reconnu. Donc c'est le trèfle Trifolium montanum. Alors il ressemble, si vous voulez, c'est presque le trèfle des prés, par exemple Pratinzé en rentrant chez nous, à part qu'il suffit de le coucher, ça fait le trèfle des prés, à peu près.
C'est à peu près la même morphologie, sauf que celui-là se dresse sur sa tige. Pas Trifolium pratense, Trifolium repens, l'autre. Alors, là, c'est ce qu'on appelle le dompte venin, Vincetoxicum officinale, qui est une plante toxique, comme vous le savez sans doute, et qu'on trouve dans les lieux ensoleillés. Alors, j'ai oublié de le dire, cette première journée, en fait, bon, j'ai intitulé la conférence Marais, etc. Mais en fait, là, la première journée, elle n'était pas dans les lieux humides, hein, puisqu'on est en altitude, enfin, il y a des marais aussi en altitude, on le verra plus tard, mais elle n'est pas, c'est la seule journée où on n'a pas vu de lieu humide. Alors, ça, c'est une rose, tout simplement l'églantine, hein, Rosa canina, l'églantine qu'on trouve partout en France. Ça c'est en fruits, évidemment, la date, c'est forcément en fruits, c'est l'élébore fétide. Alors, ça pousse dans les sous-bois herbacés, sous-bois un petit peu clairs herbacés. Là, il est en fruits, hein, il fleurit très tôt au printemps, donc c'était un peu tard pour le voir en fleurs. Ici, on a une renoncule. Alors, c'est Renonculus serpens, qui est caractérisé par ses feuilles en 3 parties, ses feuilles tripartites. C'est sa caractéristique principale, c'est comme ça qu'on la reconnaît assez facilement. Renonculus tripartite. Donc là, nous voilà à l'autre belvédère, le belvédère de la Châtelaine, avec vue non pas sur Arbois, mais sur un village qui se trouve juste avant Arbois, et qui s'appelle les Planches pré-Arbois. Alors, on y a vu des plantes intéressantes, et surtout celle-là, en fait, ce saxifrage, c'est Saxifraga rosacea, sous-espèce Spornemica, qui est ici en fruit. Alors, c'est une espèce extrêmement rare, hein, et qui n'existe quasiment que dans le Jura. Hein, il y a une sous-espèce qui existe dans les Vosges, une autre dans les Ardennes, mais elles y sont extrêmement rares. Et c'est une plante qui est évidemment protégée, hein, une plante menacée et qui bénéficie d'une protection nationale. Donc, Saxifraga rosacea sous-espèce Spornemica. Un autre œillet, alors c'est pas le même que tout à l'heure, celui-là c'est Dianthus sylvestris. À la différence de l'autre, celui-là, comme vous voyez ici, il a 2 fleurs par tige, alors que l'autre n'avait qu'une fleur par tige. L'autre, c'était l'œillet de Grenoble, l'autre. Donc c'est un œillet sylvestre, celui-là qui fait dans le Jura, qui bénéficie d'une protection, selon les lieux, il est protégé ou il n'est pas protégé. Il n'est pas assez rare que ça, finalement, au niveau national, l'œillet sylvestris. Alors là, on n'est plus dans le belvédère, enfin on est toujours à peu près à la même altitude, mais on est dans une forêt qui s'appelle la forêt des Moidons. Et ça, c'est la reine des prés, ou qu'on appelle barbe de bouc, enfin la vraie reine des prés, c'est une autre qu'on verra tout à l'heure. C'est la barbe de bouc, c'est Aruncus dioitus. La reine des bois, plutôt celle-là. Alors ces fleurs sont minuscules, et ce sont des fleurs blanches, et il se trouve que c'est une rosacée, et c'est le seul genre de rosacée, le genre Aruncus, c'est le seul genre de rosacée qui est dioïque. C'est-à-dire qu'il faut 2 plantes pour avoir à la fois les fleurs mâles et les fleurs femelles, alors que toutes les autres rosacées sont monoïques. Tous les autres genres sont monoïques. Bon, ça, vous avez reconnu l'encolie, l'encolie vulgaire, hein, vulgaire, commune, disons. Elle s'appelle vulgaris, ça ne veut pas dire vulgaire, ça veut dire commun. On la trouve dans toutes les Alpes, hein, même ailleurs. Alors ça, c'est une campanule qui est en bouton, hein, et qui n'est pas fleurie à cette heure-là. C'est une campanule pas du tout fréquente, c'est Campanula cervicaria. Alors, les fleurs ont lieu en juillet. Elle est extrêmement rare et localisée seulement dans l'est et le nord-est de la France. Voilà. C'est une plante aussi menacée et qui bénéficie aussi d'une protection nationale. On a eu beaucoup de chance de la trouver. Et bon, si vous voulez la voir en fleurs, j'ai emprunté à un collègue une photo qu'il avait pu faire en juillet, et voilà quelle est la fleur. Vous voyez, c'est extrêmement beau, hein, c'est extrêmement poilu, la tige, donc c'est un groupe de fleurs en fin de tige, quoi, un peu comme Glomerata, mais pas du tout de la même, pas du tout semblable. Campanula cervicaria. Une orchidée qu'on a trouvée. Alors ça c'est Dactylorhiza fuchsi. Alors en fait elle ressemble, le label finalement à fuchsi, le label ressemble pas mal
au label de Maculata, mais donc il est plus facile de les différencier d'après leur localisation. C'est-à-dire que Maculata, on le trouve surtout dans les zones humides, alors que Fuchsie, on le trouve plutôt dans les bois clairs, et pas particulièrement humides. Donc Dactylorhiza maculata, Fuchsie. Bon, ça c'est la gesse des montagnes. L'Athyrus montanus, la gesse des montagnes, elle est extrêmement répandue dans les bois clairs. Vous avez les fruits à gauche et les fleurs à droite. On avait les deux à cette époque-là. Alors là, on a quitté la forêt des Moidons, on a traversé un peu l'espace et on se trouve dans ce que je vous disais tout à l'heure, le mont Poupet, UPET. Alors, c'est un sommet de 851 mètres, on n'est vraiment pas à d'altitude, mais c'est un sommet quand même par rapport au Jura. Le Jura, c'est une succession de plis, ce que je vous disais tout à l'heure, dans la géologie. Après qu'il y ait eu ces dépôts calcaires, il y a eu le contre-coup de l'orogénèse alpine qui a commencé au primaire, mais qui continue encore de nos jours. Ça a été les plis du Jura. Et le fait que ce soit dû à la continuation de l'orogénèse alpine fait que tous les plis du Jura sont orientés, quand on connaît l'emplacement du Jura, sont orientés grosso modo du sud-ouest au nord-est. Et on les voit, ces successions de plis dans le Jura sur cette photo. Alors on est sur la crête d'un de ces plis qui s'appelle le mont Poupet. Alors sur cette crête, on a vu pas mal de plantes, rien que sur la crête, et en particulier deux espèces d'ombellifères, deux espèces de Lacerticium, qui se différencient essentiellement par leurs feuilles. Alors ici, on a affaire à Lacerticium cillaire, dont les folioles sont elliptiques, allongées et non dentées. Les feuilles sont composées de filior-folioles. Voilà, on en voit une là. Donc les folioles sont elliptiques, non dentées. Et juste à côté, on avait l'autre. On avait le Lacerticium latifolium, qui, comme son nom l'indique, les feuilles sont larges, et avec des légères dents qu'on ne voit pas ici. Mais donc ce qui fait que la différence, la reconnaissance est relativement facile. Surtout quand on a, comme c'était le cas là, les deux espèces l'une à côté de l'autre. Alors là, par contre, c'est plus difficile à reconnaître que des Lacerticium. C'est un hieracium. Alors c'est le hieracium à feuilles de scorzonaire, Scorzonérifolium. Et alors, on avait plusieurs hieraciums aussi. Là, celui-là, il a des feuilles qui sont glabrescentes, avec de longs poils sur le bord des feuilles. Et à côté, il y avait le hieracium humilé, qui lui, vous voyez, les feuilles sont différentes, et puis il n'y a pas les poils qu'on voyait sur l'autre. Ça sont des genres, vous savez, si vous avez essayé de pratiquer, les hieraciums sont des plantes, les pilosènes, c'est pareil, des plantes extrêmement difficiles à identifier sur le terrain. Et alors, personnellement, c'est un des avantages que je vois de faire des excursions en groupe avec des botanistes. On n'a pas besoin de trop se creuser la tête pour mettre un nom, mais toujours quelqu'un qui est spécialiste et qui vous donne le nom. En vous donnant en plus les explications l'explication du nom. Voilà, ça c'est un Daphné. Vous avez connu un Daphné, c'est Daphné alpina. Daphné alpina, alors, il est en fin de floraison. Vous voyez, là, il n'y a plus que quelques fleurs de fleuries par touffe. Il est en fin de floraison. La floraison, elle est en avril-mai. Et alors, c'est-à-dire plutôt que le Daphné cneorum. Le Daphné cneorum, qui fleurit rouge, lui fleurit au mois de juillet. Alors là, on a de grosses fleurs blanches. C'est une espèce extrêmement rare aussi et très menacée, et qui bénéficie aussi d'une protection nationale. Et le Daphné cneorum aussi, d'ailleurs, il est protégé au niveau national. Les deux Daphnées sont protégés. Alors, toujours en descendant la crête de ce mont Poupet, du pli correspondant au mont Poupet, on a traversé une espèce de petit bois de hêtres, mais alors de hêtres assez spectaculaires, donc sylvatica, spectaculaires par leur forme, assez contournée. Voilà un exemple. Bon, celui-là, on passait à peine sous les branches. Tous les hêtres étaient mal formés, si on peut dire, ils étaient dans leur milieu, mais elle était assez biscornue. Bon, je n'ai pas l'explication de cette croissance particulière. Je ne sais pas si c'est une variété ou quoi. Le Mélandrium rubrum, on va en voir à plusieurs occasions, en particulier dans les prairies. Le Mélandrium rubrum, là, vu de verso, si on peut dire, les plantes sont tous orientées, les fleurs toutes orientées du même côté. Voilà le recto.
Donc c'est une très belle plante, c'est ce qu'on appelle aussi le compagnon rouge, par comparaison à un autre qui s'appelle le compagnon blanc, et qu'on verra, qui est prévu juste après. Voilà, le compagnon blanc. Donc c'est pas un mélandrium, c'est Silène vulgaris. Donc voilà pour la première journée, donc, où on n'a pas vu de marée, mais les autres jours, par contre, on va se rattraper, même plus que ce qu'on souhaitait. Vous allez voir pourquoi. Alors là, on va voir le lac des Mortes. Alors, il y a le lac de Bellefontaine qui est juste à côté, donc c'est essentiellement excursionner le lac des Mortes pendant pas mal de temps. On en a fait presque le tour. Et puis ensuite, on est allé dans la forêt du Rizou. Alors là, il n'y a plus de lac, il n'y a plus de marais, 1400 mètres. Et puis la chaux sèche, comme son nom l'indique, donc c'est un alpage d'altitude pour le Jura, 1300 mètres. Donc on va commencer par le lac des Mortes. Alors je ne sais pas pourquoi il s'appelle les Mortes. Alors vous allez voir pourquoi, enfin on n'a pas demandé tant d'eau. Voilà le départ. Alors là c'est le temps idéal pour excursionner dans les marais, avec les pieds dans l'eau et la tête humide. Néanmoins, personne n'a renoncé et tout le monde est parti. Alors on était, je vais vous le dire au départ, on était en fait accompagné par, enfin la SBF avait pris contact avec le conservatoire botanique du Jura, ce qui nous a permis d'aller dans certains lieux où normalement les gens n'ont pas le droit d'aller, et avec la recommandation d'aller en file indienne quand on traversait des zones fleuries comme celle-là par exemple, y compris dans des zones qui sont des réserves. Là c'est pas une réserve, c'est un pré, mais même s'il y a certains individus comme là qui s'échappent de la file indienne, il fallait traverser pour faire un minimum de dégâts, donc il fallait traverser. Et l'avantage donc d'avoir pris ce contact avec le conservatoire, c'est qu'on a eu accès à des endroits qui sont normalement interdits au public, comme vous le verrez tout à l'heure. Alors la tourbière, elle est en bas, au creux de ce vallon, vers la droite, derrière ce bois-là. Ce bois-là qui se continue d'ailleurs en milieu plus ou moins humide, vous verrez les tas des épicéas qui ne sont pas beaux. Et donc on va voir certaines plantes en descendant, puis après dans le marais. Alors, voilà les prairies qu'on avait, donc avec, c'est le Lychnis floscuculi, le Lychnis fleur de coucou, et puis un cirsium, le cirsium rivulare, on en verra beaucoup tout à l'heure, qu'on voit par ici, là. Bon, il y a beaucoup d'autres choses que vous allez voir, en particulier ça. Un anémone à fleur de narcisse, un anémone narcissiflore, c'est une anémone particulière, donc il y a plusieurs fleurs sur la tige, ça, en ombelle, et puis qui pousse assez haut finalement du carpin, avec plus de 60 cm. Et puis ici, c'est le plante que vous connaissez tous, qui est le troll. Voilà encore une prairie, alors là avec des dactylorhiza. Dactylorhiza tronstelleri pour celui-là. Puis on va voir sans doute un plus gros plan après. Et avec pas mal d'ombellifères dont je n'ai pas le nom et que je ne peux pas déterminer sur la photo, dont en plus c'est pas spécialement facile aussi. Oui, voilà, Tronstelleri, vous voyez, donc voilà les pieds et voilà un détail sur les fleurs. Allium chenophrasum aussi dans ces prairies. On n'est pas encore arrivé, là on fait que traverser les prairies qui descendent, on n'est pas encore arrivé vraiment dans le milieu humide. Mais enfin, vu l'ambiance climatique, on est en milieu humide quand même, de la tête aux pieds. Donc, c'est Centaurea montana, une fleur par tige, avec des feuilles assez grandes. Et nous voilà dans cette tourbière, voilà le lac des Mortes et la tourbière. Alors on va aller patauger un peu là-dedans, on va aller voir ce qu'il y a, et puis on continuera par la forêt, le bois plutôt que là-bas, le bois qui est aussi un peu les pieds dans l'eau, mais enfin presque. Alors voilà d'ailleurs cette forêt, la forêt de tourbière. Alors en bas, les plants, la végétation du bas, ce sont des Vaccinium myrtillus, la myrtille, déclassée. Et vous voyez que ce sont des épicéas, les arbres qu'on voit, vous voyez qu'ils sont mal en point, celui de droite, de gauche qui est bords, mais enfin ils arrivent quand même à survivre. On y trouve aussi là-dedans, on y a trouvé l'Hystera cordata, une orchidée. La forêt, cette forêt s'appelle la forêt de Seigne, C-E-I-G-N-E-S. Donc l'Hystera cordata avec la plante à gauche et puis un détail. Alors évidemment les feuilles à gauche sont floues. L'explication elle est simple, c'est que en général j'ai la spécialité de me mettre à plat ventre pour prendre une photo de plante entière pour avoir la netteté sur toute la tige, mais étant donné le sous-sol, j'ai pas voulu me mettre à plat ventre devant tout le monde dans la tourbière, donc j'ai les feuilles floues. Alors ça c'est un autre vaccinium, c'est
Vaccinium uliginosum, on a vu Vaccinium myrtillis, là c'est Vaccinium uliginosum, c'est l'RL des marais, on en verra d'autres tout à l'heure des vacciniums, on va quasiment toutes les voir. Ça aussi une plante caractéristique des zones de tourbière, hein, c'est en Andromède, Andromeda polifolia, famille des éricacées, on en trouve quasiment dans toutes les tourbières. C'est une plante pas très fréquente parce qu'en fait on ne visite pas spécialement souvent les tourbières, mais quand on va dans les tourbières on la trouve souvent. Alors là j'ai eu l'occasion de pouvoir pas me familiariser, disons, mais reconnaître que les carex ont quand même une certaine beauté. On va en voir un certain nombre. J'ai découvert des carex extraordinaires. Je n'étais pas tellement intéressé aux carex jusque-là, mais bon. Là c'est carex pauciflora, c'est ce qu'on appelle la lèche pauciflore, dans la famille des Cyperacées. Et puis on va en voir d'autres après. Alors, et aussi, bien sûr, on a des nénégrettes de plusieurs espèces. Ça, c'est Eriophorum vaginatum, la nénégrette vaginée, Cyperacée aussi, comme les carex. Et les Drosera aussi, hein, on va en voir plusieurs. La Drosera, vous savez qu'il y a 3 espèces types, disons. Il y a la Drosera rotondifolia, dont les feuilles sont rondes. Il y a la Drosera longifolia, dont les feuilles sont très allongées. Il y a la Drosera intermédiaire, comme son nom l'indique, une taille de feuilles intermédiaire. Et là, c'est encore une autre. Ça, c'est un hybride entre la Drosera rotondifolia et la Drosera intermédiaire. Donc en fait, ça fait un stade de plus dans la longueur des feuilles. Alors, son nom, c'est Drosera obovata. Voilà. C'est un hybride de rotondifolia et d'intermédiaire. Encore une orchidée, Tronsteneria globosa, l'orchis globuleux. Il y en avait quelques pieds, pas beaucoup, mais il y en avait quelques pieds. Alors, voilà une autre plante de ce milieu, c'est la bugle rampante, Ajuga reptans. Et aussi, bien sûr, ça aurait été dommage de ne pas l'avoir, la Bartsia alpine, Bartsia alpina, qui affectionne ce type de milieu. À nouveau, une vue sur le lac des Mortes et les épicéas dans le paysage. Bon, en passant une prairie avec donc alémone, narcissiflore et troll, hein, donc alémone, narcissiflore, troll et puis épicéa, voilà la végétation. Hein, sans compter ici sans doute c'est pas une gentiane, ça doit être un vératreux. Les feuilles de la gentiane sont opposées à celles du vératre, elles sont alternes. Voilà, donc comme je vous dis, les carex sont quand même, certains carex sont des vraies beautés. Hein. Alors à gauche, c'est Carex buxbaumi, et à droite, c'est le Carex limosa, qui est un carex peu fréquent. Alors, le reflet dans l'eau, il y a peut-être pour quelque chose sur la couleur, mais je trouve que c'est assez extraordinaire. J'avais jamais vu d'aussi beau carex, il faut dire que je ne m'y étais pas intéressé de trop près jusqu'à présent. Et voilà, une plante aussi, on est très déçu quand on ne voit pas cette plante dans les tourbières. Hein. C'est ce qu'on appelle le trèfle d'eau, Menianthes trifoliata, qui est vraiment une plante très caractéristique des tourbières. Voilà un détail de cette fleur magnifique. Les orchidées, ça ne manque pas, voilà encore une autre, hein, c'est la Dactylorhiza praternissa, qui se reconnaît quand même assez facilement, du moins pour ceux qui sont spécialisés dans les orchidées. Alors voilà, prairie à Cirsium rivulare, hein, donc le cirque est là, vous voyez qu'il y en a en abondance, on verra dans une autre excursion ce cirque est vraiment en abondance extrême. Le voilà en détail, ce Cirsium rivulare. Et là, c'est le Lychnis fleur de coucou, qui est abondant, c'est Lychnis loscutus. Donc on va laisser tomber la tourbière du lac des Mortes et puis on va aller dans la forêt du Rizou. Voilà, ben évidemment on bénéficie toujours du même temps. Je vous mets ces photos-là pour montrer un peu le courage qu'on avait à faire de la botanique. Si en plus il avait fallu déterminer sur place, heureusement qu'on avait les spécialistes. Alors Myris odorata, hein, donc une apiacée, on ne dit plus embellifère maintenant.
Myrtodorata, c'est le cerfeuil musqué. Alors là, une gesse, la gesse printanière, c'est-à-dire l'Athyrus vernus. Alors on voit à la fois les feuilles et les fleurs dans le même plan. Et ça, c'est une plante que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une plante géniale, ça, parce que regardez, les fleurs sont à l'abri de la pluie, elles sont des feuilles, on ne voit pas ça souvent. Cette plante, c'est une liliacée. Une liliacée, comme sa fleur semble l'indiquer. C'est Streptopus amplexifolius. C'est pas spécialement rare, mais moi, c'était la première fois que je la voyais. Ça fait que là, j'ai accepté de me mettre à genoux dans l'eau, pas dans l'eau, dans l'humidité, pour la prendre en photo. J'ai vraiment été fasciné par cette plante. On change de milieu, on va dans un alpage, donc on est à 1300 mètres, qui s'appelle la chaux sèche. Il ne faut pas confondre avec un élément d'habillage. Le nom d'avant, c'était l'Alchemia nitida. Ce sont des rosacées, des alchémies. Alors, on va en voir un certain nombre. Donc, je vais vous répéter un peu ce que j'ai appris ce jour-là. Je l'ai écrit pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. Les alchémies, on les reconnaît assez facilement. On les différencie surtout par leurs feuilles. Alors, cette alchémie, elle a comme caractéristique, dixit les spécialistes, de ne pas avoir de dents sur le bord des feuilles et d'avoir des bords de feuilles qui ne sont pas parallèles, de bords de folioles, pardon, qui ne sont pas parallèles. Les dents du bout, apparemment, on n'en tient pas compte. Là, il n'y a pas de dents, et puis les bords des feuilles ne sont pas parallèles. Je vous dis ça parce qu'on va en voir d'autres, on servira des feuilles pour les squelettes. Encore une orchidée, une Nigritella relicani, un nigritelle noir, qu'on appelle orchis vanille, mais maintenant dans les nigritelles, c'est devenu très compliqué. Encore une orchidée, c'est ce qu'on appelle l'orchis grenouille, c'est le glossum viridé. Bon, là il s'agit du Tephroseris en capitule, on appelle aussi le cinson orangé, je ne sais pas trop pourquoi orangé, c'est donc Tephroseris integrifolia. On trouve mieux l'integrifolia sur la photo que l'orangé des fleurs. Encore une orchidée. C'était dans ce voyage, c'était abondant les orchidées. Alors là, il s'agit de Orchis maculata. Alors, maculata à cause des feuilles, pas à cause des fleurs. Alors ici, une plante que vous connaissez sans doute aussi, c'est l'érine des Alpes. L'érine des Alpes fait partie des plantaginacées. Dans les plantaginacées, maintenant, il y a beaucoup de plantes qu'on trouvait avant dans les Scrofulariacées. Erinus alpinus, ici. Ça, c'est une forme. Euphorbia verrucosa, l'euphorbe verrucose. Et puis, je n'ai pas pu résister à la tentation de vous présenter une forêt de trolls. Là, il y en avait beaucoup. Donc voilà pour le deuxième jour. On passe au troisième jour. Alors là, on va voir encore des zones humides, puisqu'on va voir un lac, mais on ne va pas aller le long de cette rivière. Je ne suis pas sûr que ce soit une rivière d'ailleurs, parce que c'est une photo de Google Earth. J'ai cherché, j'ai supposé que c'était la source, j'ai cherché où elle allait et je n'ai pas trouvé où elle allait. J'ai l'impression que c'est un lac très en longueur. C'est peut-être simplement le lac des Diamants, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ensuite, on ira là on aura un pré, plus ou moins humide, et puis là, je crois que c'est un autre pré. Et puis ensuite, on ira au pic de l'Aigle, qui culmine à 990 mètres, c'est fantastique. Donc là, on ne sera plus en milieu humide, bien sûr, au pic de l'Aigle. On va commencer par le lac de Virmont. Voilà, là aussi, c'est une prairie à orchidées encore, Platanthera bifolia. Platanthera bifolia, je crois qu'il y a une autre photo. Oui, voilà. La Platanthera bifolia, elle a un long éperon, la fleur a un long éperon, et surtout, ce qui va sur la photo qu'elle a, c'est qu'elle a les deux anthères qui sont juxtaposés. Bon, la bifolia n'est pas abondante du tout en Ile-de-France, par contre on y trouve Chlorantha. La Chlorantha, elle a un éperon moins long, et surtout ce qui est facile pour reconnaître, les anthères sont très séparées, vraiment très séparées les uns des autres, c'est infaillible pour la reconnaître. Donc là c'est bifolia.
Alors, voilà une plante qu'on appelait jusqu'à il y a quelques années le Tetragonolobus silicosus, nom auquel je m'étais familiarisé malgré sa complexité, et qui s'appelle maintenant tout simplement le Lotus maritimus. C'est le grec, ouais, c'est un lotus, ouais. Pas le lotus des Chinois, le lotus, notre lotus, le lotus maritimus, lotier maritime, un lotier. Un gallium, ici donc c'est Gallium boreale. Ce n'est pas évident non plus à identifier les galliums. Encore ici paracé, donc un Chenus nigrescens. Vous allez en voir quelques-unes parce que je ne suis pas tombé amoureux des carex et des lèches, mais quand j'ai trouvé que c'était beau, je les ai pris en photo. Bon, Gentiana lutea. Là, vous avez déjà vu ça. La gesse des prés, l'Athyrus pratensis, donc feuilles et fleurs. Ça, c'était intéressant, c'est le glaïeul des marais. Le glaïeul des marais, dans la région, bien sûr, on était près du lac. Enfin, on ne va pas aller au lac, on était en zone humide. Un glaïeul magnifique, Gladiolus palustris, qui est relativement rare. Donc, Phytomar orbiculare, une campanulacée. Phytomar orbiculare. Et puis, un autre Chenus, c'est Chenus nigrescens, celui ferruginellus par contre. L'autre il s'appelait nigrescens parce qu'il était noirâtre, c'était le chouin noirâtre. Ici, c'est ce qu'on appelle le chouin ferrugineux. C'est toujours des cyperacées, tout ça. Et ce qui m'a intéressé, moi, en tant qu'entomologiste particulièrement, c'est ça, c'est que les fourmis avaient fait un nid carrément dans le bas des tiges de cette plante. C'est assez curieux. Mais c'est la brouillée de fourmis. Et puis, juste à côté, Ophrys insectivora. On appelle aussi des fois Ophrys mouche. Là, on change de milieu. On est au pré, donc le pré d'Arbon, donc, qui n'est pas un milieu sec, enfin qui est dans les pas en même temps tourbière. Et il s'agit ici de Buphtalmum salicifolium. Buphtalmum salicifolium, ça c'est la composée, enfin qu'on voit en gros plan. Alors on doit dire astéracée maintenant, l'astéracée qu'on voit en gros plan. Et sur le fond blanc, c'est Asperula tinctoria, Asperule des teinturiers. On a eu comme fond sur pratiquement toutes les photos, tellement elle était répandue dans cette prairie. C'est un thésium. Thésium, exact. Bon, il y a des spécialistes, c'est bien. Thésium, linophyllum. Voilà, alors toujours sur le même fond, hein, le même fond de plante d'Asperula tinctoria. Voilà, Hypocheris maculata, la porcelle à feuilles tachetées. Alors, on ne voit pas les feuilles, bien sûr, mais alors pourquoi ça fait des feuilles tachetées? Voilà, vous voyez les feuilles. Ce n'est pas des maladies, hein, c'est vraiment la couleur de la feuille. Le rebranche, toujours sur le même fond floral. Rebranche gracilis. Une autre photo. Enfin, voilà un détail de cette rebranche. C'est joli les rebranches. Surtout que maintenant, la rebranchacée, c'est pas limité presque aux rebranches comme avant, c'est qu'ils ont récupéré aussi dans la famille des rebranchacées une partie des anciennes plantes qui étaient dans les Scrofulariacées. Alors, Gymnadenia conopsea, une orchidée, c'est l'orchis moucheron. Alors, on a changé de prairie, on se trouve maintenant le nom du patin. Bon, je n'arrive pas à lire, vous l'avez sur votre. Ah oui, au lieu de, oui, on est dans le pâturage qui s'appelle le désert. Non, c'est pas désert, il y a moins des plantes. Voilà une Véronique, c'est la Veronica austriaca, sous-espèce Teucrium, Véronique germandrée. Une Prunella grandiflora, là, Prunella grande fleur. Et puis un sédum, c'est leur pin à 6 angles, c'est-à-dire qu'il y a 6 spirales de fleurs autour de la tige. C'est sédum sex angulare.
le trèfle rouge, le Trifolium rubens, le trèfle rougeâtre, avec des folioles allongées, des folioles caractéristiques très allongées. Une autre brunelle, Brunella lacignata, brunelle tachetée, élevée, Brunella lacignata. C'est le lin purgatif. Le lin purgatif qui fait de jolies fleurs qui sont petites mais qui sont très belles. C'est Linum catharticum. Donc voilà un détail des fleurs. L'œillet des chartreux, Dianthus cartusianorum. Un genêt. Genesia sagittalis, le genêt ailé. Bon, on va quitter cette prairie pour aller au pic de l'Aigle. Alors, le pic de l'Aigle, c'était intéressant pour ça, déjà, au départ. Le pic de l'Aigle, ça, ce sont deux sorbiers. Il y a Sorbus aria à gauche et Sorbus mujoti. Mujoti, c'est un hybride entre aria et terminalis. Alors, mujoti qui est à droite, il est caractérisé. Ce qui le différencie, c'est les dents qu'il y a sur le bord des feuilles, alors qu'elles sont beaucoup moins prononcées sur Sorbus aria. Donc voilà, mujoti, c'est l'hybride. Donc ça, c'est un gros plan sur Cardulus defloratus. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette photo, j'aurais mieux fait de mettre la plante entière. Cardulus defloratus. Saxifraga paniculata, la rosette à droite est destinée à vous montrer donc les feuilles imprégnées calcaire. Saxifraga paniculata, qui s'appelait avant Saxifraga aizone. Le thymus précox, le thym précoce, qu'on appelle aussi parfois le serpolet couché. Bien, randonnée 4, alors là, ça va être un peu spécial. On va voir d'abord le marais de la Lotière, et puis là, ensuite, on va avoir un deuxième marais qui s'appelle le marais des Granges Nardos, tout simplement. Et puis, on va laisser tomber les marais pour aller à Bulle. J'ai un petit village qui s'appelle Bulle, pour faire une petite randonnée à pied dans le but d'aller voir un certain nombre de plantes. Vous avez des bords de prairie extrêmement intéressants et puis certaines plantes remarquables à l'extrémité de la vallée. Là, nous voilà au marais de la Lotière. Moi, on n'est pas encore rentré dedans, on est sur une allée en terre qui permet d'y aller. Le marais de la Lotière, c'est toute cette zone de marais qui est immense. Et là, toute la zone est en réserve. Réserve interdite. Est réservé, donc on peut n'y entrer qu'avec l'autorisation justement du conservatoire. Et donc il y avait une personne du conservatoire qui était avec nous, pas seulement pour nous guider, mais pour voir si on n'avait pas pendant contre aux idées de s'écarter du sentier qu'elle traçait. Et de toute façon, il vaut mieux quand on visite une tourbière ou des marais, ne pas trop s'écarter de l'allée qui nous indique, parce que sinon on risque d'avoir des surprises du point de vue de la profondeur, surtout dans les tourbières. Alors en bordure, vous l'avez reconnu, c'est Heracleum spondilium, c'est la grande berce, avec au fond le village en fond à droite, le village de Sainte-Colombe. Voilà, quand je vous disais qu'on en verrait beaucoup, le Circium revulare, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà un détail de ce Circium. Alors un armeux des pédiculaires, on a la pédiculaire des marais, Pédicularia palustris, pédiculaires qui font partie des orbanches. Maintenant, voilà, Pédicularia palustris. L'autre Erioforum augustifolium, celui-là. Vinaigrette à feuilles étroites. Une autre Drosera, alors voilà Longifolia, celle qui a les feuilles allongées. Drosera longifolia, qui s'appelait aussi Drosera en anglica. Voilà les détails de feuilles. Bon, j'ai mis ça parce qu'étant entomologiste, je m'aperçois que la plante a capturé, je sais pas, un insecte qui a trépassé. Les utriculaires. Ici, Utricularia minor, vous voyez, il y en a un peu partout. Là, on est carrément dans les pieds dans l'eau, et les utriculaires se plaisent les pieds dans l'eau. Voilà, une photo qui n'est pas terrible, mais je vous permet de voir comment un peu le détail de la fleur. Bon, à nouveau, Erioforum, Augustifolium, vinaigrette à feuilles étroites. Alors,
Vous voyez là, le trajet pour rester en ligne n'est pas très respecté. Mais, et puis il y a tout cet agglomérat de botanistes. Bon, c'est pas très conseillé non plus dans les milieux protégés. Alors, ils s'agglomèrent autour de quoi? Vous allez comprendre pourquoi leur excitation. Pour ça, l'Iparis lozelii est une orchidée extrêmement rare, rarissime, évidemment protégée. Et c'était ça le but ultime finalement de cette randonnée dans, avec le nom l'Iparis, dans le Marais. l'Iparis, Lozelii, L-O-E-S-L-I. C'est rare, hein, c'est la seule fois que je l'ai vu. Hein. Même des orchidophiles qui n'ont jamais rencontré. Alors, c'est l'Iparis de Lozelle, hein, et leur marais prétourbeux et marais calcicole, donc c'est le cas du marais calcicole, est très menacé, hein, et très menacé partout en Europe. Bon, encore une orchidée. Il s'agit là donc de Dactylorhiza incarnata, bon, qui est en forte régression, mais enfin ça, c'est toutes les plantes sont en régression actuellement, hein, surtout dans les zones humides, hein, une grosse régression des plantes dans les zones humides. Ouais, le Cirsium revulare, il me dit qu'il y en a, regardez, il y a une prairie, regardez, il y a presque que ça. Et un géranium, c'est le seul pied qu'on ait vu, le géranium palustré, le géranium des mares. Le seul pied qu'on ait vu, la seule fleur qu'on a vue. Bon là, alors, on a été faire rapidement un passage pour voir les marais, les prairies des granges narboses, qui sont en fait des marais pâturés, des zones humides pâturées par deux mammifères. De loin, je croyais que c'était des vaches, non, ce sont des chevaux. Des chevaux, deux espèces de chevaux, deux variétés de chevaux. Ouais. Ils sont beaux, ils nous mangent des plantes. Il s'agit de Rumex aquaticus, la patience aquatique, qui fleurit en juillet-septembre, donc on n'avait pas les fleurs. Puis c'est tout ce qu'on a vu finalement, on a fait un peu un détour presque pour rien, juste pour voir des chevaux. Alors maintenant, on va aller donc au village de Bulle, je vous disais, et depuis le village de Bulle, on va à pied, bon c'est pas loin, il y a quoi, 1 kilomètre à peine, à pied jusqu'à un bois, mais rien que la marche le long des prés était vraiment intéressante, rien que pour les paysages. Regardez ces bords avec ces clôtures comme on n'en voit plus maintenant, en particulier en Beauce, c'est terminé, hein, les bords de route étaient vraiment spectaculaires. Regardez un peu ça rien que ça vaut le voyage. Vous voyez, les botanistes pressés sont en avant, et puis, évidemment moi je traîne à cause des photos. Voilà une des plantes, un des buts du voyage, c'est la Centaurée lugdunensis, Centaurée de Lyon. Alors qui s'appelait avant c'était une sous-espèce de Centaura triompheti. Maintenant donc c'est mérite, ça a été élevé au nom d'espèce avec le dernier remaniement de la botanique. Centaurée de Lyon, qui est une centaurée extrêmement rare, qui est endémique du Jura et des environs de Lyon. Voilà, un petit détail sur cette centaurée. C'est vrai qu'elle est très jolie, hein. Elle est grosse. Hein. Alors ça, c'est assez spécial aussi. C'est un buplèvre qui mesure jusqu'à 80 cm de haut. Le buplèvre, Bupleurum longifolium, le buplèvre à longue feuille, mais la tige aussi est longue. Hein. Un gaillet, Gallium rotundifolium. Alors il y en avait aussi tout le long de la route dans les prés, il n'y en avait pas simplement qu'au bout de la route, le gaillet à feuilles rondes. Et une autre but de la balade, c'est ça, hein, c'est cette gesse, la gesse de Bohain, hein, Latyrus bohini, qui est rare et qui est protégée. Une gesse super. Alors ça, la fleur est en bas. C'est Azarum europaeum. Bon, c'est pas spécialement rare, hein. C'est l'Azaret d'Europe, mais on les reconnaît facilement, les Azaret avec leurs fleurs qui ne grimpent pas sur la tige, qui est en bas, et puis les feuilles en haut. Encore un carex. Carex perré, la lèche de Pera, Perae. Voilà une autre vue donc, du coin, on a trouvé toutes ces plantes. Hein. On devine quelques centaurées par-ci par-là. Ensuite, cinquième journée,
On va commencer par, on va être à proximité des sources du Doubs. Les sources du Doubs, si j'ai bien compris, c'est une sorte de tourbière. Alors, on va voir la tourbière, c'est à côté de Mout. Mout, je vous signale que c'est le village qui est réputé comme le plus froid de France. Parce que j'avais noté sur mon papier, en 1968, il y a fait moins 36,7 degrés. C'est-à-dire que ça concurrence la Norvège de l'époque actuelle, quoi. Parce qu'ils ont eu de moins 40, je crois, la semaine dernière. Donc Mout, le village le plus froid de France, heureusement on y était au mois de juin et pas au mois de décembre. Donc on va d'abord aller voir par les sources elles-mêmes, on va voir donc des marais qui se trouvent au lieu d'île Lessaigne, proximité des sources, puis ensuite on ira à Gelin, vers une autre tourbière, et ensuite on ira au Mont d'Or. Bon, on n'est pas dans le massif central, mais ça s'appelle le Mont d'Or. 1463 mètres, c'est très haut. Hein. Alors voilà le Doubs, près de sa source. Un nouveau Eriophorum vaginatum, avec qu'on avait déjà vu au début, avec des épicéas. Et un trigloquin palustris. Et là, une Sagina proquimbens. Une carniophilacée. Comment il y a une famille qui n'a pas changé de nom, c'est bien. Alors ça aussi, c'est très beau, c'est très caractéristique des zones de marais. C'est Vaccinium oxycocos. Vaccinium oxycocos, c'est l'Érelle canneberge, qui est une éricacée aussi, tous les vacciniums. Alors on en a vu plusieurs des vacciniums là, alors presque dans le même coin. Alors après cet oxycocos, voilà, Vaccinium uliginosum. Et puis l'érelle rouge, c'est des fruits qui sont rouges. Vaccinium viticillea. On a ces trois-là presque côte à côte. Et une plante intéressante, c'est ce qu'on a, c'est le bouleau nain. Le bouleau nain qui ne dépasse pas 1 mètre de haut. Alors là, on a les feuilles à gauche et les chatons à droite. Hein, c'est la même plante, c'est pas une comparaison, c'est pour montrer deux aspects de la même plante. 1 mètre maximum. C'est une plante aussi extrêmement rare et qui est protégée, bien sûr, et qu'on trouve uniquement dans le Doubs et dans la Margeride. Pas du tout la même zone, mais dans les deux endroits auxquels on trouve en France. Paraît-il, c'est une relique de l'ère glaciaire. Là, si on vécu jusqu'à nous. On est le Mélampire des forêts, le Mélampire des bois. Alors, ce qui est curieux, c'est que je dis qu'on est en pays calcaire, et ce Mélampire des bois est quand même réputé pour être dans les forêts acidiphiles. Alors, je ne comprends pas trop bien. Une Veronica cabaedris, celle-là, c'est la Véronique petit chêne, à cause de la forme de ses feuilles. Donc, on ne voit pas bien là. Alors là, on est dans une autre tourbière, la tourbière de Gélin. Tourbière de Gélin, alors c'est un polémonium. Polémonium ceruleum. Alors, qui existe en bleu, mais aussi en blanc. C'est ce qu'on appelle la valériane grecque. Alors, une plante de 80 cm, on l'appelle la valériane grecque, mais j'ai appris à cette occasion-là qu'elle n'existait pas en Grèce. Alors, je ne sais pas pourquoi on l'appelle la valériane grecque, mais bon, c'est comme ça. Hein, là, voilà un ensemble de cette zone un peu marécageuse. Cirsium revulare encore, associé ici donc à cette fameuse valériane grecque. Et puis, une plante intéressante qui est Iris sibirica, caractérisée par ses feuilles étroites, qui ne sont pas plus larges que 1 cm. C'est une espèce protégée aussi. Une autre photo, voilà, pour vous montrer les fruits de cet iris. Bon, on va aller sur les pentes du Mont d'Or. Alors, vous voyez, j'ai pris cette photo parce que je trouve que c'est assez comique. On a l'impression que c'est qu'il y a une course de hêtres avec ceux qui sont échappés et ceux qui sont dans le peloton. Et chacun se bouscule et sont tordus. Enfin bon, c'est assez spécial. Hein. Je n'ai pas l'explication de cette forme. Là, il s'agit d'Actylorhiza maculata. On voit bien, on l'avait déjà vu tout à l'heure, mais on n'avait pas les feuilles. On voit bien les feuilles tachetées. Mais
un narcisse des poètes, c'est presque le seul pied qu'on a vu, on aurait pu en voir plus, mais enfin on en a vu qu'un, à côté toujours de l'Oraza maculata, Narcissus poeticus, Globularia cordifolia à cause de la forme de ses feuilles, en forme de cœur, vous voyez là par exemple. Et nous voilà, la crête du Mont d'Or, c'est ça. Et c'est comme ça tout autour, enfin, disons sur 180 degrés. Bien sûr, il faut pouvoir y accéder, donc il y a un côté où c'est pas falaise, mais c'est falaise tout autour, c'est assez intéressant. Alors, on a un certain nombre de plantes. C'est un saxifrage, Saxifraga rotundifolia, il est très commun ce saxifrage, il ne touche pas que là, bien sûr. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des alchémies. Alors voilà encore une autre, alors, ça c'est Alchemia aupeana, l'alchémie des Alpes. Alors là, les folioles ont les bords presque parallèles. Il faut se rappeler de la photo tout avant, hein, parce que les bords étaient beaucoup plus divergents que là. Les bords sont presque parallèles. Ça, c'est la différence de celle qu'on a vue tout à l'heure. Je me contente de répéter ce que j'ai appris sur place. Hein. Voilà, là, l'alchémie, celle-là, c'est Alchemia glossescens. Alors, les feuilles, bon, déjà, n'ont pas la même forme, mais les feuilles sont surtout velues. Et puis la suivante, c'est Amphicericea, alchémie soyeuse, à feuilles soyeuses brillantes. Alors, on a vu d'autres espèces d'alchémie, mais bon, on a vu, je crois, 6 ou 7. Mais bon, je vous passe les détails des autres. Donc voilà, de l'autre côté de la crête, on a fait un demi-tour, si vous voulez, autour de la crête. On y arrive par le goulet d'où j'ai pris la photo, et puis sinon, la falaise est tout autour. Et puis ces botanistes sont volontaires pour donner l'échelle. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi ça, ce Rhamnus pumila, c'est un nerprin nain. Rhamnus pumila, c'est un sous-arbrisseau très petit qui s'appuie contre les rochers. Et c'est une plante toxique. Voilà, donc une apiacée, c'est Atamanta cretensis. Cretensis, ça veut dire de crête. Je ne veux pas dire ce que certains esprits sont en train de me suggérer. Atamanta cretensis, c'est donc caractéristique des escarpements rocheux. Hein, et avec ses feuilles tripenatipennées, Sorbus mujoti, ici. Et puis les trolls aussi en bord de falaise, on en a vu partout. Et le Corchis albida, qui s'appelle maintenant Pseudorchis albida. Dans une orchidée. Voilà, l'ail des ours, alors c'est un peu tôt, hein, il n'est pas vraiment fleuri, mais on le reconnaît là. L'ail des ours qu'on trouve souvent dans les sous-bois clairs, hein. Bon là il est en plein soleil. Dommage qu'on ne le voit pas en fleurs parce qu'il est assez spectaculaire. Une feuille très large, hein. Une de ses caractéristiques aussi, hein, 2 à 4 cm de large. Bon, aux dernières visites, on voit bien les plis, hein. On voit bien les plis tous orientés dans le même sens. Hein. Dernier jour, alors on va aller à Simquetral ici, on va voir un pré qui s'appelle le pré de la Mouille, et puis ensuite on ira à La Frasse vers une tourbière, et puis on ira à la forêt du Massacre. La forêt du Massacre, donc c'est pas une tourbière, elle doit son nom à des événements malheureux qui sont produits pendant la Résistance. Alors on va commencer par Simquetral. Alors voilà une bande de botanistes en lutte contre des herbivores. En fait, il y avait des plantes intéressantes à voir, mais on avait peur qu'il n'en existe plus. Alors il y a quelques volontaires qui se sont proposés pour repousser ce détail. C'est le pré de la Mouille. Trifolium scabrum. Trifolium scabrum, c'est le trèfle scabre. Globularia bisnagarica, c'est la globulaire ponctuée. C'est un clinopodium, Clinopodium acinos, qui s'appelait avant Aethnos acinos, je crois, c'est le calamar des champs. Ophrys aranilifera, ou encore Ophrys fegodes, c'est pareil. Il a plusieurs noms, je crois, même celui-là. Voilà ce qu'on essayait de défendre vis-à-vis du bétail. C'est donc Ophrys, Herminium monorchis.
qui n'est pas très fréquente. Mais, au moins, du moins pour les non-orchidophiles, moi je ne l'avais jamais vu. Donc je remercie les volontaires d'avoir repoussé le bétail. Encore une revanche, en revanche, Caryophyllacea. En revanche, à odeur d'œillet. Caryophyllacea, c'est parce qu'elle a une odeur d'œillet. Je ne sais pas si elle se développe sur les œillets, je ne sais pas. Mais peut-être, pour lui donner cette odeur. Enfin, peut-être. Un autre endroit. Alors on est à La Frasse, près de la tourbière de la Combe du Lac. Alors ce sont des épicéas, tout ça. Il n'y a que ça comme conifère. Pinguicule. Alors, pinguicule, cette pinguicule, c'est une hybride encore. Alors, elle a quand même droit à un nom d'espèce, Pinguicula sculii. C'est un hybride entre Grandiflora et Vulgaris. Encore une orchidée, je vous dis, il y en a vraiment beaucoup. Hein. C'est Dactylorhiza maialis, là. Ah, je vous ai dit qu'il n'y aurait plus d'alchémie. Ben, si, il y en a encore une. Alchemia coriacea avec des feuilles larges et dentées. Celle qu'on avait vue tout à l'heure avec des feuilles était plus poilues. Celle-là n'est pas poilue, elle a des feuilles un peu dentées. Un astère, Aster bellidiastrum, qui s'appelait avant Bellidiastrum michelii. Je vous donne les anciens noms parce que moi il a fallu que je fasse la gymnastique il y avait des fois les anciens noms, la gymnastique pour trouver les nouveaux. Donc je vais vous épargner cet effort mental. Alors ça par contre c'est classique, ça n'a pas changé de nom, c'est la Benoîte des Ruisseaux, c'est Jérôme Rivalet. Une plante très commune mais qui n'empêche pas d'être magnifique. Alors voilà une autre tourbière très très intéressante, c'est la tourbière de La Frasse. C'est là-dedans que vous allez retrouver la photo tout à l'heure. La tourbière de La Frasse, une prairie à Trelus européus, il y en avait beaucoup. Vous voyez que là, par contre, on est très discipliné, on est en file indienne pour pas trop patauger là-dedans. Alors voilà la photo de l'affiche. Donc des trolls, de Mélandrium et puis de la grande berce, je suppose. Voilà. Ça, c'est Cheirophyllum hirsutum, le cerfeuil hirsute. Celle-là, elle n'est pas encore vue, elle ressemble beaucoup à celle qu'on a vue tout à l'heure, mais c'est Vaccinium microcarpum, celle-là. Alors, elle diffère, j'ai noté, elle diffère de celle qu'on a vue qui ressemble tout à l'heure, qui était Vaccinium oxycocos, par les étamines velues et peut donc des fleurs glabres. Mais je vous mets à l'épreuve de me trouver, donc effectivement, ces caractéristiques sur la photo. C'est impossible enfin, c'est difficile parfois de différencier une plante sur une photo. Mais donc là, je vous répète ce que j'ai entendu, mais sur la photo, je suis incapable de voir les différences. Donc c'est microcarpum, avec, donc, qui diffère d'oxycocos par ses étamines velues en particulier. Il y a la forme du fruit aussi. Ouais. Le fruit est patatoïde. Ah, d'accord. Alors que l'autre, il est bien. Voilà, d'accord, merci. Et là, malheureusement, on n'a pas les fruits, mais c'est bon à savoir. Ah oui, c'est trop tôt. Ça, c'est une mousse. Polytrichum formosum. Ce sont des fructifications de la mousse. C'est une belle photo, hein, enfin une belle photo, c'est une belle plante à voir comme ça en photo. C'est pour ça que je l'ai prise, parce que les mousses, c'est pas tellement ma tasse de thé. Voilà, ça par contre, je suis très sensible à ce genre de paysage. Hein. Le Mélandrium rubrum. Mélandrium rubrum, donc mélangé avec le Polygonum bistorta, qui s'appelle plus Polygonum bistorta, qui s'appelle Bistorta officinalis. C'était un marais vraiment très très beau pour la végétation. Regardez un peu ça. C'est magnifique. Regardez dans ça. Vraiment, vous y passerez la journée là-dedans. Un carex encore, vous voyez qu'ils sont beaux les carex finalement. Alors celui-là, c'est Carex eleonastes. Et puis là, alors ça c'est une plante intéressante. C'est une plante très rare en France, parce que c'est une plante qui est de l'Europe du Nord. C'est une espèce nordique et qui subsiste en France par quelques pieds, sans doute des reliquats de l'époque glaciaire. C'est une primulacée, c'est Trianthalis europea, qui s'appelait avant Lysimachia europea. Donc espèce nordique.
extrêmement rare, protégé en France. Ça, c'est aussi une plante intéressante. Hein. C'est le Calla palustris. Hein. Calla palustris, le Calla des marais. C'est une aracée. Nous voilà dans la forêt du Massacre avec Tozia alpina, une neurobanchassée, Tozia alpina. Voilà un détail des fleurs. C'est une belle plante. Hein. Bon, qu'on ne rencontre quand même pas partout, hein, qui n'est pas répertoriée comme rare, mais qui est quand même pas très fréquente. Neurobanchassée encore. Donc. Et puis ça, bon. Et Primula elacior, celle-là. Donc c'est la grande prime vert. Primula elacior. Une cardamine, alors ça c'est facile à identifier à cause de ses folioles. C'est Cardamina pentaphylla, 5 folioles. Et puis l'autre à côté, alors on a du mal à voir, c'est Pentamina Cardamina heptaphylla, je mélange les noms d'espèces et de genres. Bon, là on voit bien qu'il y en a plus que 5, il y en a 7 en fait. Sur la photo ça ne se voit pas, mais il y a 7 folioles. Et puis, pour terminer, vous voyez ce que c'est? Pour ceux qui n'étaient pas à l'excursion, c'est quoi? Picéomorica, non? Hein? C'est quoi un Picéomorica? C'est un épicéa. Le Picéomorica, le pain de Serbie? Non, il n'est pas taillé, il a muté. Ah, il a muté? Regardez la base. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Et ça, il a dû muter. Il a muté sans doute une mutation somatique, je ne sais pas. Et voilà, il est devenu comme ça. C'est très spectaculaire. Il a tout à fait. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Cette photo elle est prise le long de la route qu'on a pris pour aller voir ces fameuses plantes, le long des prairies, des fleuries à bulles. Et elle mange les fleurs. Elle mange les fleurs, heureusement qu'il y a une clôture.